activité de DevOps Service où on accompagne les sociétés d'un point de vue Solution Architect sur la partie design, build, migration et manage service. Si vous avez besoin de gens. Sur la plateforme DevOps avec une intégration et un déploiement continu, c'est une version en SaaS, je vais en reparler. Et on a développé Cycloid Labs. Cycloid Labs, c'est ce qu'on fait quelque chose qui s'appelle du pair coding. Donc on va faire monter en compétences des devs sur Go et Vue.js pour développer des applications cloud ready. Parce qu'en fait, on migre plein d'applications legacy sur Amazon, on les optimise, on commence à leur mettre différentes briques de CI/CD. Mais aujourd'hui, quand on veut vraiment utiliser la puissance d'un cloud public et avoir toute une approche microservice, CI/CD, DevOps, on préfère embarquer les devs de nos clients, les faire monter en compétences pour faire en sorte que ils aient des applications qui soient beaucoup plus solides, quoi. Sur Cycloid, qu'est-ce que vous allez retrouver? Je vais passer dans quelques secondes à la démo. Vous allez retrouver un service catalogue qui va vous permettre de sélectionner soit des Docker images, soit des playbooks Ansible. Donc je vais revenir sur pourquoi Ansible on utilise. Vous allez avoir la partie CI/CD, donc les différentes étapes du passage du dev, pré-prod, prod, avec des workflows qu'on peut avoir de manière super complexe. Après, vous allez avoir toute la partie monitoring qui va automatiquement être générée et toute la partie log où vous allez avoir tous les logs centralisés par application. Toute la partie pricing et description des infrastructures et des applications qui va être aussi générée parce que nous, on ne croit pas en la documentation. La documentation, c'est pas maintenu. Donc, on essaye de faire en sorte que ce soit complètement mis à jour automatiquement parce que, effectivement, je pense qu'on est à l'ère de l'automatisation et que plein de choses peuvent être automatisées. Donc, c'est un modèle économique par user par mois. Donc, à voir si ça vous intéresse. Chaque techno qu'on a utilisé. Donc, le sujet, c'est pas de dire en fait qu'on va, nous on va vous mettre à disposition tous ces outils. Bien évidemment, tout le monde peut le faire par lui-même. Il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Sur le front-end, peut-être pas, parce que on a de l'orchestration, on a développé notre back-end en Go et notre front-end en Vue.js. Mais la question n'est pas d'installer les softs. La question est de les faire évoluer dans le temps. Par exemple, pour les ops, faire monter de version Kubernetes, si vous travaillez sur Kubernetes, faire monter de version Ansible, Terraform et tous les outils qu'on utilise, ça prend énormément de temps. Est-ce que c'est ça le besoin de l'entreprise? C'est une question à se poser de mon point de vue. Et donc nous, en fait, on va maintenir tous ces outils up and running avec les dernières versions à jour que vous allez pouvoir pousser en fonction de vos besoins. Donc on va utiliser comme CI qui est les tests unitaires qui sont Concours. Concours, c'est l'équivalent d'un Jenkins 3.0, donc toutes les softs sont open source, ils sont installés sur votre compte, donc il n'y a aucun locking par rapport à Cycloid. Concours, c'est pour vos tests unitaires, c'est développé par Pivotal, EMC, VMware derrière. On va utiliser Packer pour les images. On va utiliser Ansible pour la partie Configuration Management. Donc nous, on s'est posé la question il y a 2 ans et demi de Ansible vs Chef vs Puppet. En fait, Puppet et Chef ont trouvé qu'il y avait beaucoup de problèmes de performance et que c'était plus une approche Configuration Management qu'une approche qu'on peut avoir orchestration d'un point de vue Ansible. Donc ça, c'est un choix technologique qu'on a fait. On est des anciens de Red Hat, donc effectivement, Ansible a été racheté par Red Hat. C'est une bonne chose. Ça montre que les choix technologiques qu'on a fait sont plutôt les bons. D'un point de vue Ops, si vous développez des playbooks Ansible, vous allez pouvoir les intégrer dans Cycloid sans aucun souci. D'accord ? Après, on va utiliser Terraform. Terraform, c'est l'équivalent de CloudFormation sur AWS. La particularité, en fait, ce qu'on a voulu faire, nous, c'est d'avoir une CI/CD qui soit complètement agnostique des cloud providers. Aujourd'hui, moi, je ne fais que de l'AWS. Pourquoi? Parce que c'est les leaders. Tant qu'ils sont les leaders, on va pouvoir appeler AWS avec des API externes. Mais si demain, c'est plus les leaders, je ne souhaite pas, moi, en tant que société, être complètement lié à AWS. Donc, cette particularité, c'est qu'on a des softs open source, c'est installé sur votre compte AWS. Ça utilise les services d'AWS, mais vous n'avez aucun locking par rapport à l'automatisation, ce qui est important, parce qu'il y a une deuxième chose qui me pose problème dans l'IT, c'est que j'ai l'impression qu'on refait tout le temps la même roue, quoi. C'est-à-dire, avant on faisait de la virtualisation, maintenant on fait du cloud, maintenant on fait de la mutualisation dans le cloud avec Docker, et puis demain ce sera encore quelque chose, et à chaque fois on revend du service et du service et du service, et ça fatigue beaucoup les gens. Enfin, moi je trouve que c'est un peu fatigant de refaire à chaque fois la même chose, simplement parce que c'est une nouvelle techno. Donc l'automatisation, de mon point de vue, elle doit être faite une fois, elle doit évoluer dans le temps parce que les applications évoluent, mais elles ne doivent pas être refaites non-stop, quoi. Donc Terraform, c'est développé par HashiCorp, ça vous permet d'appeler les API externes.
On utilise Kubernetes et Docker pour les infrastructures Docker Ready, pour les applications Docker Ready. Pourquoi on a choisi Kubernetes et pas Docker Swarm ou Rocket? Enfin, il y en a différents plâtrés d'orchestrateurs. Tout simplement parce qu'on croit à l'open source. La plus grosse communauté, c'était Kubernetes. C'est toujours Kubernetes. Derrière, il y a Red Hat et Google. Donc, c'est quand même des grosses sociétés qui sponsorisent le chose et qui investissent. DockerCon, où on était sponsor, a annoncé le support via Docker de Kubernetes. Donc fin de l'histoire, le sujet de l'orchestration n'est plus un sujet. AWS va très certainement aussi communiquer sur ces sujets-là, comme quoi bon, ça va simplifier. Donc nous, on a fait beaucoup d'automatisation et d'optimisation pour faire en sorte que ça fonctionne en production. Et on a utilisé du monitoring qui s'appelle, en plus de CloudWatch, Sensu et Prometheus. Prometheus, c'est une solution open source qui vous permet de gérer à la fois du contexte conteneur et du contexte d'application traditionnelle, parce qu'on ne croit pas à la philosophie de dire les anciennes applications, vous les laissez où elles sont, les nouvelles applications, vous les mettez sur un pass avec une approche dev, pré-prod, prod. On pense que c'est très difficile de migrer une application legacy sur un pass. C'est pour ça que tout le marché est en train de descendre sur le sujet de la CI/CD. Idem pour les sujets de CI qui sont en train de monter sur le sujet de la CI/CD, parce qu'il y a besoin de flexibilité. Hop. Donc ça, c'est mon dernier slide. Est-ce que vous avez des questions? Juste, je peux répondre à une ou deux questions d'un point de vue technologique de pourquoi on a fait ces choix-là. Pas de questions? Ok, bon, je passe à la démo. On va y arriver. Donc ça, c'est, on présente la partie CI/CD parce que si on doit déployer via un catalogue de services une application, ça va prendre 3 plombes. Donc là, on vous présente déjà cette partie-là sur la partie CI/CD. Donc l'avantage, c'est que c'est complètement modulaire. C'est-à-dire que on peut avoir une pipeline simple, dev, pré-prod, prod. C'est ce que vous voyez en fait. Vous allez rentrer dans la CI qui est ici. Sortie de votre repository Git, on va faire une modification sur un site qui s'appelle, qui est notre site démo, qui est un site en Symfony qui utilise de l'Amazon, de l'EC2, de l'S3, de l'RDS et autres. On va venir changer le bandeau. Donc on va venir faire un git push. Le site est sur GitHub. Là, on voit qu'on est, dans la version 184 et on va venir faire une modification. Donc, si moi, non technique, je peux faire cette modification, n'importe quel chef de projet, dev ou autre, peut faire cette modification. Donc, l'avantage du côté modulaire, c'est que vous allez pouvoir l'adapter complètement à votre besoin. Que vous soyez une petite société et vous voulez switcher les tests unitaires parce que vous fixez en live votre prod, pas de problème, vous pourrez le faire. Si vous êtes une grosse société avec des workflows complexes, où vous allez avoir des pipelines imbriqués dans des pipelines et imbriqués dans des pipelines, où vous allez devoir avoir des validations manuelles via des RSSI, des chefs de projet et autres, on va pouvoir designer, enfin vous allez pouvoir, en YAML, et là on est en train de travailler sur du drag and drop pour simplifier tout ça, vous allez pouvoir modifier en YAML toutes les étapes. On a plugué cela à Slack, je vais vous montrer, toutes les notifications partent sur Slack. Donc là, je vais lancer une modification. Donc là, je vais faire un git push qui va en fait venir faire la modification du bandeau que je vous ai montré tout à l'heure. La particularité, c'est que nous, on pense à infrastructure as code. Donc vous, développeurs, WAPS ou autres, vous avez accès à tout.
Donc vous pouvez tout modifier. Ce qu'on a voulu faire en fait, c'est que par exemple sur notre catalogue de services, les playbooks Ansible, au lieu de les réécrire à chaque fois ou faire des copier-coller avec les erreurs qui vont bien, et ben vous partez de playbooks déjà existants, vous venez modifier et vous n'êtes pas obligé de monter en compétence sur Ansible. Ce qu'on a voulu, c'est vraiment simplifier tout le côté technique de ce genre d'outils. Aujourd'hui c'est Ansible, demain ce sera autre chose. C'est pas grave, il faut qu'on soit dans la capacité de pouvoir évoluer. Donc là c'est un petit trigger toutes les 30 secondes sur GitHub, donc ça va pas tarder à arriver. C'est un code couleur, vert tout va bien, jaune c'est en cours de déploiement et rouge il y a un problème. Donc il est possible que pendant une démo il y ait un problème, c'est l'effet démo, mais là on vient vraiment déployer une nouvelle, enfin on va vraiment mettre à jour quelque chose quoi. Donc on a créé des connecteurs sur GitHub. Donc ça, les développeurs, ont souvent l'envie de jamais quitter GitHub parce qu'ils travaillent beaucoup sur GitHub. Donc en fait, on a créé des connecteurs qui vous permettent de voir le statut d'avancement du déploiement. L'important, nous, on est parti du constat suivant, on ne doit être notifié qu'en cas de problème. Après, on peut notifier des personnes, des chefs de projet, des managers et autres, mais ce qui est important, c'est d'être informé qu'en cas de problème. Donc là, par exemple, on est au niveau build. Donc là, on est, pour les besoins de la démo, dans un contexte microservice, Docker, sur du Kubernetes déployé sur de l'EC2. Toute notre infrastructure est en microservice. Donc build, je vous apprends rien. Sur Docker, on va venir construire des images Docker qui va correspondre au site internet Symfony avec une base de données MySQL. Et là, on va venir déployer en green deployment une nouvelle infrastructure sur Amazon. Donc le principe c'est simple, c'est que vous avez votre infrastructure existante, on va venir déployer une nouvelle infrastructure et après avec le load balancer, on va venir switcher les connexions. Après via Cycloid, vous pouvez avoir tous les modes de déploiement possibles. On update juste les fronts ou enfin il y a voilà Canary, Blue, Green, enfin peu importe les styles de déploiement, tout va être pris en compte. Là, on appelle quelque chose qui s'appelle le post-déploiement. On travaille beaucoup avec des SaaS qui font des appels à API externes parce que ils veulent dans leur workflow faire appel à des SaaS externes, par exemple pour faire des tests unitaires automatisés, pour faire appel à des appels métiers pour s'assurer que tel élément soit bien validé. Donc là, on va le mettre dans le post-déploiement. Pour les besoins de la démo, on ne va pas faire appel à des SaaS externes ou des API externes. Ou par exemple, si vous voulez faire des DB migrate, enfin des migrations de bases de données, on va pouvoir le mettre dans cet élément. Derrière, après, il y a les tests fonctionnels. Donc les tests fonctionnels, vu qu'on travaille beaucoup avec des sites web, c'est pas uniquement des tests visuels, c'est aussi des tests, voilà, si je clique là, il se passe ça, et de faire comme des tests unitaires, mais des tests fonctionnels. Et là, par exemple, et c'est là où je vais pouvoir vous montrer, hop, si je chope Slack. Hop là. Donc on sait qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur Slack ou HipChat, peu importe. En fait, on a développé des connecteurs pour avoir la visibilité des histoires d'approval. Ça peut être un chef de projet, un manager, une équipe de QA ou autre, ça peut être un channel. Et donc là, la question qu'on pose, c'est est-ce que vous souhaitez passer en production? Mais ça peut être un workflow très complexe. On travaille pour une multinationale où en fait, derrière, c'est le RSSI qui, avant certaines validations de mise en production, a besoin de valider certains points qui ne sont pas des points qu'on peut automatiser. Il peut être... ils ne sont pas sur Slack parce que Slack n'est pas autorisé. Ils sont sur une messagerie instantanée interne, donc on a développé les connecteurs dessus. Mais voilà, sans son approval, ça peut être des mails, ça peut être via l'interface, la pipeline ne passera pas à l'étape suivante. Donc là, on va avoir OK. Disons que j'ai vérifié que tout se passait bien sur le site. Je vais juste... Ouais, je vais refresh la page pour savoir juste... hop. Ouais, c'est l'ancienne page en fait. Et donc là, en fait, vous allez avoir accès à tout le code. Donc,
un use case très intéressant qu'on a fait pour un de nos clients qui a un data lake qu'on est en train de construire avec eux. Et dans ce data lake, ils souhaitent avoir des triggers métiers pour s'assurer que différents éléments par rapport à son métier soient bien validés, qui sont en dehors du côté CI/CD, à savoir de déployer un soft étape par étape. Par rapport à ce data lake, on a identifié des triggers, on a créé un registry et on a intégré tous les éléments métiers qui étaient très importants pour lui dans cette CI/CD. Ce qui permet d'avoir toute une traçabilité métier et de se dire ok, étape 1 dans mon métier, ça a été accepté avant de passer en production. Donc on va vraiment, par exemple, dans du côté industriel, quoi. Automatiquement généré, vous allez avoir par exemple tous les graphes. Alors si vous me les affichez, tac tac tac. Vous allez avoir tous les graphes automatiquement générés. Donc là, par exemple, on voit l'ancienne infrastructure qui a été créée, et là, on voit l'ancienne infrastructure qui a été créée, l'ancienne infrastructure qui a été déprovisionnée. Donc là, en tant qu'Ops, vous pouvez bien évidemment, c'est via Grafana et Prometheus qu'on a tout optimisé. Derrière, s'il y a des graphes générés automatiquement, vous pouvez générer vos propres graphes par vous-même si vous avez des indicateurs métiers. Mais ça, derrière, vous n'avez rien à faire, c'est complètement automatisé. Sur ces premiers éléments, c'est déjà intégré. Par exemple, un autre point qui nous a été beaucoup demandé, c'est des tests de montée en charge. Les tests de montée en charge, par exemple, on va lancer un mini-test de montée en charge. Donc là, on ne règle pas le sujet des scénarios, parce que le scénario sur un test de montée en charge, c'est propre à votre application. Il n'y a que vous qui pouvez savoir, ok, si je clique là, il se passe ça, si je clique là, il se passe ça, si je clique là, il se passe ça. Par contre, on peut avoir un premier éléments d'information et de stress test de l'infrastructure qui correspond pas à 100% du use case, mais qui peut correspondre peut-être à 50%. Et si déjà sur ces 50% on a des problèmes, c'est que déjà on n'est pas prêt à passer à checker par rapport à des scénarios particuliers. Donc là, on va générer des tests de montée en charge, un mini test de montée en charge. Donc là, on va le voir apparaître. C'est juste pour démontrer la capacité à pouvoir intégrer dans une CI/CD une étape particulière. Vous l'activez quand vous voulez. On va le voir dans Grafana. Donc bien évidemment on fait le stress test sur la pré-prod. Hop, donc on va le voir passer. Ça prend un tout petit peu de temps, le temps de se générer, à commencer à gérer de la charge. Donc petit à petit, de toute façon déjà, et c'est le premier indicateur, on voit le CPU qui monte étape par étape, et là on va voir les différents pods qui vont s'allumer, et la différente charge qui va créer des pods automatiquement, quoi. Et toute ce problématique de CI/CD sur Amazon, ce qu'on a fait, c'est on a automatisé énormément de choses pour faire en sorte que derrière la facturation Amazon elle soit le moins chère possible, parce qu'aujourd'hui il y a un vrai sujet de coût sur AWS, comme vous le savez, quand on commence à avoir un data lake plus des infrastructures, des applications legacy, plus des applications avec de l'autoscaling et autres, on commence à avoir des gros sujets de coût. Et donc typiquement, avec tous ces sujets d'automatisation, on va pouvoir intégrer dans la CI/CD des steps de serverless qui vont générer des fonctions, qui vont appeler certains éléments et qui vont permettre d'optimiser différents éléments en termes de coût, quoi. Donc là, typiquement, on voit les pods memory qui se sont créés, les différentes instances, les différents pods qui se sont créés. Et par exemple, on en a fait déjà quelques-uns depuis le début de la journée. En fait, vous les voyez au fur et à mesure, quoi. Vous pouvez derrière regarder dans les détails de quoi on parle. Bon, là, c'est un stress test sur 5 minutes, donc on va pas générer plein de pods pour rien, mais vous avez tous les éléments. Et si derrière, je regarde sur GitHub le statut du déploiement, je vais avoir les 5 checks sur AWS, enfin les 5 checks au niveau de la CI/CD. Si je regarde au niveau de la pipeline, par exemple, je peux vous présenter je vais pouvoir vous présenter un de mes clients qui m'a autorisé à le présenter. Hop. En fait, on a développé différents connecteurs sur Slack qui vous permettent d'avoir l'accès au log centralisé, le statut des déploiements, toute la côté monitoring. Donc tous ces éléments, en fait, elles sont informés sur Slack, qui vous permet d'avoir, en cas de problème, tout de suite des alertes. Donc après, tout est configurable, on peut avancer, quoi.
Si je refresh, si je refresh la page pour savoir si on a bien changé le bandeau, a priori, bah oui, effectivement, ça change le bandeau. Donc bon, on est sur une véritable démo, ça avance petit à petit. Et au fur et à mesure, il va décommissionner les instances. On va les voir. On voit déjà qu'elle commence à décommissionner. Voilà. Voilà, donc on est une boîte française, hein. On a la particularité qu'on est complètement remote, donc on a des gens en France, en Espagne, au Danemark, une personne aux US et une personne à Singapour. L'objectif, c'est si en tant que technique, toutes les personnes qui ont des compétences techniques peuvent venir travailler avec nous. Et l'objectif, on est vraiment dans cette approche. On n'est pas là pour envoyer du monde ou placer des gens chez les clients. On est là pour simplifier un peu l'utilisation de toute cette approche infrastructure as code, parce que ça demande beaucoup de compétences et aujourd'hui les compétences, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça ne doit pas être réservé à des experts, le côté infrastructure as code, ça doit vraiment être complètement déployé sur toutes les applications. Donc la preuve en est, on travaille aussi avec des SI qui utilisent notre CI/CD. Avec un coût à 15 € par mois par utilisateur, c'est un non-sujet, quoi. VS le temps qu'on aurait à passer à migrer toutes les applications ou toutes les montées de version des différents softs que vous-même utilisez. Donc voilà, ce sera tout pour moi aujourd'hui.